Sharp, donc on est là ici dans les nouveaux locaux de Charlie. C'est un peu particulier, j'imagine, pour vous d'avoir été obligé. Enfin, c'est forcément particulier puisque vous êtes obligé de changer à cause d'un incendie. C'est c'est un temps fort, enfin, même s'il est pas drôle, mais est-ce que c'est un temps fort de la vie de Charlie? Est-ce qu'il y a d'autres moments qui sont plus à retenir dans les 20 ans que vous avez vécu? Ah bah, c'est sûr qu'il y a des moments plus heureux que l'incendie de Charlie Hebdo. Et d'habitude, quand on déménage, en général, on déménage parce que le loyer est trop important, ce qui était le cas la première fois. Et là, on a déménagé non pas à cause du loyer, mais parce que nos locaux ont été incendiés. Donc oui, c'est un peu particulier. Mais il y a eu d'autres moments, forts dans Charlie. Déjà, la ressortie de Charlie en 92, après 10 ans d'absence des kiosques. Ça faisait 10 ans que Charlie n'existait plus. Et l'ancienne équipe, plus un certain nombre de nouveaux, dont à l'époque je faisais partie, ont décidé de ressortir Charlie en 92. Donc pour Charlie, le gros événement, c'est 92. Et ensuite, ça a été jalonné par des événements plus ou moins heureux. Mais ça avait souvent un parfum de procès, quoi. On a eu quelques procès historiques, notamment suite à la couverture sur les caricatures de Mahomet, qui ont fait du bruit dans la presse, mais qui ont, à mon avis, aussi aidé la justice et aidé le droit à produire un peu plus de liberté, quoi. Il y a des... On ne va pas dire que grâce à Charlie Hebdo, le blasphème n'est toujours pas un délit en France, mais si on avait été condamné, aujourd'hui, le procès, enfin le jugement a fait jurisprudence et on ne pourrait plus blasphémer, quoi. Donc le blasphème sera un délit. Donc, Vous revendiquez le droit de blasphémer. on revendique le droit de blasphémer et encore une fois, le procès de Charlie a confirmé le fait qu'on avait le droit de blasphémer et que la religion était quelque chose de tout à fait honorable, en tout cas pour les gens qui y croient déjà. Et puis, mais c'est une opinion comme une autre. C'est comme on a le droit de critiquer certains philosophes ou certaines philosophies ou certaines idéologies, on a le droit de critiquer de la même manière des religions. En tout cas, on a le droit d'en parler sur le même ton. Donc voilà, ça c'est un droit qui est garanti en France. Et on n'était pas sûr de remporter ce procès. Et si on l'avait perdu, c'est un droit qui n'existerait plus, ou en tout cas qu'il faudrait négocier régulièrement avec des associations religieuses, des catholiques, des juifs, des musulmans, etc. Vous avez fait la preuve, on y revient dans le numéro spécial que vous avez consacré au Festival d'Amiens, justement sur les religions. Vous avez tapé de manière égalitaire sur toutes les religions, même le bouddhisme. Bah, même le bouddhisme, et puis on a même, enfin égalitaire non, parce qu'on a tapé largement plus souvent sur les catholiques intégristes, et avec qui on a eu 14 procès en 20 ans, quasiment, et les musulmans, dont on parle très souvent dans les médias, soi-disant Charlie Hebdo est omnibulé par les musulmans, on a eu un procès avec des associations musulmanes. Et on vit dans un pays à majorité catholique et les catholiques extrémistes sont largement plus actifs que les musulmans extrémistes. Et donc c'est pour ça qu'ils nous ont poursuivis et qu'on fait beaucoup plus de couverture sur la religion catholique et qu'on fait beaucoup plus de dessins sur la religion catholique parce que cette religion est beaucoup plus présente en France, évidemment. Alors les choses sont en train de changer. En 20 ans, on a vu l'évolution. On traite beaucoup plus maintenant de l'islam qu'on en parlait il y a sans doute 20 ans. Mais l'islam est la deuxième religion en France aussi. Donc c'est normal qu'on en parle plus aussi. Tous ces procès, toutes ces polémiques, c'est aussi une occasion de faire parler de Charlie. Alors les ventes s'améliorent avec des coups comme ça, on imagine. Bah, c'est paradoxalement pas forcément. De temps en temps ça s'améliore, mais ça s'améliore sur un numéro polémique, deux numéros. Et ça, c'est pas des flambées de ventes qui permettent de nous en mettre plein les poches et de partir à la retraite beaucoup plus tôt. Non, c'est des numéros qui se vendent bien, effectivement. Mais si on voulait vraiment faire des coups avec des numéros polémiques, bah, on sait ce que c'est la polémique, c'est l'islam, donc enfin la polémique la plus violente. Ce qui déclenche le plus de violence, c'est l'islam. Du coup, on ferait une couverture sur l'islam tous les mois. Or, c'est largement pas le cas. Et puis, on cherche pas. Enfin, bon, on a été accusé de vouloir faire du sensationnel en titrant sur l'islam. Mais on fait du sensationnel toutes les semaines. Personne nous a reproché, par exemple, d'avoir fait du fric sur le dos de DSK parce qu'on avait parlé de l'affaire DSK. Or, la presse qui ne fait pas de commentaires là-dessus a fait énormément d'argent sur le dos de DSK. Nous aussi, on a mieux vendu. Hein. Quand on mettait DSK en couverture, on a un peu mieux vendu que d'habitude. Mais c'est pas
pas forcément ce qu'on recherchait. Et tant mieux si ça se vend mieux, tant mieux. Mais que la presse arrête de faire l'hypocrite en se disant il y a des sujets plus vendeurs que d'autres et on fait exprès de... Oui, mais la presse la première, quoi. En 20 ans, vous avez beaucoup défendu quand même la liberté de la presse et la liberté d'expression, et parfois en allant justement très loin dans certaines polémiques et en défendant ce qui pouvait paraître même parfois indéfendable, mais en disant c'est pas parce que, enfin, en disant qu'on avait le droit de le penser et de le dire. Oui. Vous pensez réellement que de fait Charlie Hebdo a une place à défendre dans l'univers de la presse et même dans la démocratie française au sens large? Bah, Charlie Hebdo, c'est un journal emblématique du paysage de la presse française, oui, depuis longtemps. Et on a un rôle, alors c'est pas un rôle qu'on fait exprès de jouer, mais on remplit un rôle, oui, qui est on pousse jusqu'au bout les libertés que nous accorde la loi, simplement. Nous, quand on fait de la provocation certainement, et de temps en temps on va au tribunal, mais c'est pas non plus tous les jours qu'on est invité à se présenter dans un tribunal à cause d'une couverture ou d'un dessin ou d'un texte, mais tout simplement parce que la plupart du temps on respecte la loi. Et on a l'impression qu'on va trop loin, mais on ne va pas trop loin, on va jusqu'au bout de ce que nous permet la loi. Et quand les journalistes ou nos confrères nous disent quand même vous êtes allé un peu loin, mais c'est eux qui vont pas assez loin. Il y a la liberté de la presse totale en France, ou quasiment totale. Bon, je ne parle pas des journaux qui sont contrôlés par des gros actionnaires et qui font éventuellement pression sur les journalistes en interne pour les faire taire. Mais un journaliste qui fait son boulot normalement, une direction d'un journal qui fait son boulot normalement n'a aucune raison d'être poursuivi devant les tribunaux, ou s'il est poursuivi devant les tribunaux, il y a plein de raisons de gagner. Et moi je vois ça avec tristesse, qu'il y a énormément de confrères qui n'osent pas aller trop loin de peur du procès. Mais le procès, ça fait partie des risques du métier, et la plupart du temps, enfin nous en tout cas, les procès qu'on a eus, la plupart du temps on les gagne. Donc on n'enfreint pas la loi autant que ça. On choque les gens alors que finalement on respecte la loi, on respecte bêtement la loi. En 20 ans, la société s'est-elle finalement assagie et du coup, certaines choses qui seraient très bien passées à l'époque, aujourd'hui, choquent? Est-ce que ça, vous le ressentez? Non, je pense que ça a toujours choqué de la même manière. Je crois que c'était pas plus facile dans les années 70 de faire Charlie Hebdo que de faire Charlie Hebdo aujourd'hui. Je crois même que c'est plus facile de faire Charlie Hebdo aujourd'hui, parce que dans les années 70, la censure était une censure d'État. Il y avait un ministre de la Communication qui disait non, ça, vous pouvez pas, un ministre de l'Information en plus, ça, vous pouvez pas le faire paraître. Et Charlie Hebdo était censuré par l'État en 70, par exemple. Mais Charlie Hebdo aujourd'hui n'est plus censuré par l'État. Éventuellement, s'il y a une pression à faire sur notre dos, on le fait de manière juridique. Mais la justice est, en tout cas en ce qui concerne la presse, est indépendante. Et les juges tranchent assez largement en notre faveur. Donc on ne peut même pas dire que la justice nous concernant est achetée, parce que... Ou alors elle serait achetée par nous parce qu'elle est plutôt sympa avec nous. En tout cas, la justice reconnaît un droit à la caricature et elle reconnaît que la tradition de la caricature en France date depuis très très longtemps et qu'elle a le droit de continuer à exister. Il y a certains dessins ou certains textes de Charlie Hebdo qui peut-être, s'ils avaient été publiés dans un contexte différent, c'est-à-dire dans un journal d'extrême droite ou raciste, le ton des dessins aurait forcément pris une couleur différente. L'ironie ne serait pas passée de la même manière. Mais Charlie Hebdo est un journal clairement ancré du côté de l'antiracisme et on s'est battu et on continue à se battre pour ça. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur les dessins qu'on fait dans Charlie. Il y a de l'ambiguïté éventuellement pour ceux qui ne lisent pas Charlie, mais pour nos lecteurs, il n'y a vraiment aucune ambiguïté. Vous êtes journaliste, donc on est dans un journal d'information quand même. Il y a aussi de l'information dans Charlie Hebdo. Il y a des journalistes, des enquêteurs qui ramènent des informations et qui publient des informations et qui sont à ce titre-là aussi de temps en temps poursuivis ou attaqués en justice parce que ça ne fait pas plaisir à tout le monde qu'on déterre des sujets scandaleux. Donc pour vous, en gros, vous avez envie vous avez envie de guerre, c'est pas vous qui allez trop loin, c'est peut-être les journalistes dans leur ensemble qui vont pas assez loin. Oui, gros, c'est un peu ça. Oui. Je pense que la liberté d'expression qui est mise à la disposition de tous en France n'est pas assez utilisée par ceux qui auraient les moyens de s'en servir. Et c'est dommage. Je vois un très gros gâchis là-dedans. Et quand les gens disent « mais aujourd'hui on ne peut plus dire ce qu'on disait hier », si, on peut le dire, mais simplement on ne le dit pas, c'est tout.
Et donc, à charge pour eux de le dire. Et les gens qui passent leur temps à dire, mais avant on pouvait dire plein de trucs, mais qu'ils le disent, qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire, sans crainte, parce qu'il n'y a vraiment pas de crainte à avoir. Et si ça crée une polémique, eh ben ça créera une polémique, il faut l'assumer aussi. Et on est dans un pays de libre expression, et si quelqu'un dit une grosse connerie, et qui se fait tomber dessus, tant pis, enfin, ou tant mieux pour le débat. Mais on a le droit de dire certaines choses, même beaucoup de choses. Enfin, je ne connais pas beaucoup d'autres pays où on peut dire autant de choses. Il y a certains pays où le blasphème est interdit, quoi. Même des pays européens où c'est limité. Donc, non, je pense qu'on ne profite pas assez du bonheur qu'on a. Dernière chose, et là on parle de choses moins drôles forcément, l'entreprise Charlie Hebdo, l'entreprise de presse, alors c'est la presse papier qui déjà souffre, Ah oui, et oui. puis c'est des tirages qui sont pas énormes. Elle est fragile financièrement cette entreprise. Oui, bien sûr. Mais nous, on est une entreprise fragile parce qu'on peut dire qu'avec ce qu'on vend, on est juste à l'équilibre. Et en même temps, quand on se plaint un peu de notre sort parce qu'on est tout juste à l'équilibre, que c'est compliqué de faire un journal rentable toutes les semaines, tout le monde autour de nous, enfin les confrères de la presse nous rassurent, nous disant, attendez, vous êtes à l'équilibre, vous n'avez quasiment pas de dette, enfin vous êtes... c'est formidable. Aucun autre journal en France est dans cette situation-là quasiment. Sauf que les autres journaux bénéficient d'énormes actionnaires qui remettent au pot régulièrement. Et nous, on n'existe que parce qu'il y a des lecteurs qui nous achètent, mais il y a plein, c'est la quasi-totalité des autres journaux, ne vivent que parce qu'il y a des gros actionnaires qui mettent au pot derrière. Donc nous, paradoxalement, qui sommes un journal anticapitaliste, pour caricaturer, on respecte parfaitement les lois du capitalisme, c'est-à-dire qu'on ne vit pas des subventions de milliardaires, quoi. Si, il y a une dernière chose, j'avais dit qu'on parlerait vite fait du salon. Donc vous avez sorti cet opus hors série et qui peut être vendu pour le coup pour le salon de la BD d'Amiens. Alors, est-ce que d'abord c'est une habitude de sortir des numéros spéciaux quand vous allez dans un salon? Et Non, sinon, pourquoi? c'est la première fois qu'on le fait. C'est la première fois qu'on le fait et c'est aussi, je pense, la première fois qu'on nous le propose. Donc voilà, c'était l'occasion. Et c'est vrai que pour nous, bon, c'est un moyen de faire connaître Charlie et de fêter aussi les 20 ans de Charlie. Ça fait quand même, c'est presque un exploit qu'un journal satirique sans moyens continue d'exister après 20 ans d'existence. Le premier Charlie n'a pas duré 20 ans. Donc on est assez fiers de ça et on est assez content de ça. On voulait partager notre plaisir avec les lecteurs. Et puis Salon d'Amiens, parce que c'est toujours bien d'encourager ce genre d'initiative. C'est des gens qui réussissent à mettre en relation les lecteurs avec nous. Et on a peu l'occasion de rencontrer des lecteurs. Nous, on est enfermés dans ces bureaux 7 jours sur 7 quasiment, et on travaille beaucoup. Et on n'a pas tellement de retours. Le courrier des lecteurs, ça se fait plus tellement. On reçoit des mails, évidemment. Mais c'est pas tout à fait le même contact que lorsqu'on est en face vraiment du lecteur. Et c'est toujours un plaisir de voir qui nous lit et pourquoi ils nous lisent. Et voilà, quoi. Et je pense que les lecteurs aussi sont contents de nous rencontrer. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de particulier d'après d'autres auteurs qu'on a rencontrés et qui parlent de ce salon? Il y a un côté important, c'est justement la proximité. On n'est pas dans la grosse usine comme Angoulême, peut-être avez-vous déjà fait Angoulême? Oui, j'ai déjà fait Angoulême, et bon, j'ai fait une fois, et c'est vrai que je ne suis pas un fanat des salons comment dire, aussi spécialisés. C'est un salon relativement pointu, Angoulême, sur la bande dessinée, alors que nous, évidemment qu'on se sert de la bande dessinée pour exprimer des idées, mais on serait plus proche du dessin de presse que de la bande dessinée. Et il y a très peu de salons consacrés au dessin de presse, et les salons spécialisés, encore une fois, c'est un peu sclérosant. Alors que Amiens, d'une part, c'est pas dans un seul lieu, c'est un peu épars dans la ville. C'est dans le centre, j'y suis déjà allé, c'est bien organisé d'une part, et d'autre part, ça fait plus salon à la bonne franquette
que salon commercial, et on n'y va que pour vendre, et il faut du rendement parce qu'il y a des gens derrière, dans les salons, il y a des gens derrière qui vous poussent à rester à votre table pour dédicacer parce qu'il faut rembourser le prix de la table, le prix du stylo, le prix de votre voyage, etc. À Amiens, il n'y a pas cette pression-là. D'ailleurs, on est invité plus par des lecteurs que par des organisateurs de salons. Les gens qui organisent le salon sont aussi des lecteurs de Charlie, et c'est comme ça qu'ils nous ont contactés, et c'est pour ça qu'on y va. Super, merci beaucoup.